Bonjour à tous, je suis Guillaume Devals, cofondateur d'Expérience du Monde. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs points. D'une part, nous allons nous attarder un peu sur la situation actuelle, à venir, avec les perspectives et les risques qu'il peut y avoir. Ensuite, on fera un focus sur les assurances. Alors, ce n'est pas le sujet qui fait le plus rêver, on en est bien conscient quand on parle de voyage, mais c'est un sujet important, voire incontournable, dans le contexte actuel. Et puis, nous finirons par un peu d'évasion avec l'autre cofondateur d'Expérience du Monde, Arnaud Giraudon, qui nous parlera un peu de Malte. Alors pour commencer, on peut revenir sur la situation actuelle, avec un premier sujet qui est le passeport vaccinal ou le certificat vert qui est en train d'être mis en place par la communauté européenne. Donc tout n'est pas encore validé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura sans doute trois éléments utiles sur ce certificat. D'une part, la deuxième vaccination, est-ce qu'elle est à jour ou pas? D'autre part, l'immunité, est-ce que vous êtes immunisé, c'est-à-dire que vous avez déjà eu le virus et vous n'êtes plus sensible à la Covid. Et troisième point, votre dernier test PCR négatif ou positif d'ailleurs que vous pouvez avoir fait. Donc c'est sur ce format-là qui sera sans doute numérique que se composera ce fameux passeport vaccinal. Ce dont on n'est pas sûr aujourd'hui à 100%, c'est quelle en sera son utilité. Est-ce que ça sera obligatoire pour prendre l'avion, pour entrer dans un restaurant ou aller dans un musée? Tout ça est encore en débat. Comment seront protégées les données individuelles de chaque personne sur ce fameux certificat. Donc aujourd'hui, c'est encore à l'étude. On suit ça de près, bien entendu, parce que ça risque de favoriser, on va dire, les premiers déplacements. Mais comme vous le savez, il n'y a pas d'obligation dans cette démarche. Donc voilà, il y a tout ça encore qui reste à définir. On sait que l'Italie, hier, justement, a annoncé accélérer le processus sur ce certificat vert pour accueillir rapidement des nouveaux touristes. Ça fait partie, justement, les destinations européennes et notamment méditerranéennes qui sont très axées sur le tourisme, des destinations sur lesquelles on va pouvoir repartir assez rapidement, dès la fin mai pour l'Espagne par exemple ou l'Italie, et puis en juin pour la Grèce notamment, ou toutes les îles un peu de Méditerranée, et aussi la Scandinavie avec un assouplissement des procédures d'entrée pour le Danemark, ou par exemple pour la Suède. C'est plus compliqué pour les longs courriers, donc là on est vigilant. On pense que le retour à la normale n'est pas pour de suite, ça j'imagine que vous l'avez compris. Il y a des pays qui ont des process qui sont clairs et qui vont réaccueillir des touristes dès le mois de septembre. Je pense à Oman, je pense à la Jordanie, et puis d'autres pays comme le Sri Lanka qui sont déjà réouverts, ou même les États-Unis, le Canada, qui ont beaucoup vacciné. Donc sur lequel on devrait avoir aussi des nouvelles positives. Là où on est un peu plus inquiet, c'est sur l'Inde et le Brésil. Alors, à chaque fois avec les pays limitrophes sur lesquels il peut y avoir un impact, je pense au Chili, à l'Argentine, pour lequel c'est aujourd'hui délicat de voyager. C'est-à-dire que même nous, si on est vacciné, s'il y a des variants qui sont trop agressifs, avec un risque de les ramener en France, je pense qu'on n'aura pas la possibilité d'y aller. Mais de toute façon, on vous invite vraiment à prendre contact avec nous. Nous, on a des prestataires sur place qui sont à même de nous donner les informations les plus pertinentes. Et on est capable aussi maintenant de s'adapter, de reporter certains voyages ou alors de proposer d'autres choses si vous le souhaitez. Donc voilà un peu pour le point sur la situation. Ce qui est sûr, c'est que la situation évolue vite. Je rappelle que cette vidéo est tournée début mai. Donc c'est possible que fin mai, ce que je vous dis, ça a déjà changé. Mais en tout cas, on a le sentiment qu'on est quand même sur une pente positive et que cet automne, en tout cas, on sera dans des conditions qui permettent de voyager et de profiter aussi des destinations, sur le plan culturel notamment. Alors un point rapide aussi sur la partie française. On a un calendrier qui est connu et qui pour l'instant est respecté. Depuis le 3 mai, on peut se déplacer. Le 19 mai, il y aura les terrasses ouvertes. Et puis, ce qui nous tient à cœur, c'est cinéma, lieux culturels, musées, théâtre. Et un couvre-feu remonté à 21h. Pour nous, la vraie reprise, ça va être surtout à partir du 9 juin, où il y a l'ouverture des salles de restaurants. Puisque là, ça veut dire qu'on peut accueillir un groupe, même un petit groupe, par table de 6, dans un restaurant, sans avoir à privatiser une terrasse ou avoir ce type de contraintes. Et un couvre-feu qui sera remonté à 23h, ce qui permet aussi de faire une sortie le soir et de rentrer pas trop tard, mais de quand même profiter
de la destination. Et puis le 30 juin, fin de couvre-feu, on respectera toujours les gestes barrières, masque et puis gel antigénique, etc. Mais on aura quand même une liberté de déplacement importante. La France, ça reste une destination importante. On a la chance d'avoir un pays avec beaucoup de régions. Nous, on aime beaucoup la partie rurale de ce pays avec des départements comme l'Aveyron. On le cite en premier parce que c'est de là où Arnaud et moi sommes originaires, donc ça nous tient à cœur. Mais il y a aussi le Gers, le Tarn, le Lot, toutes ces destinations rurales qui sont aussi à même d'accueillir et de proposer une diversité de visites qui est vraiment intéressante. Il y a des logements de qualité, il y a une gastronomie qui est aussi très bonne. Donc, il y a de quoi faire, des combinés entre plusieurs départements, ou même vraiment de focaliser sur des régions comme on avait fait sur le Nord Aveyron ou sur le Cantal l'an dernier. Et puis il y a aussi les villes sur lesquelles on va avoir des bonnes nouvelles. On a eu des expositions sur lesquelles on était attachés, comme par exemple l'exposition Morozov sur la Russie à la Fondation Louis Vuitton de Paris. On va pouvoir créer autour de cette exposition un séjour, un voyage qui peut être intéressant. Et c'est le cas d'autres expositions aussi qui ont été reportées plutôt sur la fin d'année et le début d'année prochaine. Donc tout ça, c'est des notes positives qui vont arriver petit à petit et pour lesquelles on va pouvoir organiser de nouveaux voyages et profiter de la belle destination qu'est la France. Nous accueillons donc aujourd'hui Benjamin Patier, qui est le responsable commercial Ouest d'Assuranco. Assuranco, c'est notre partenaire pour tout ce qui est assurance voyage. Dans le contexte actuel, il nous semblait important de faire le point avec lui et avec vous sur les garanties, les conditions et tous les éléments qui peuvent vous être utiles. Pour commencer, Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter rapidement qui est Assuranco? Bonjour Guillaume, alors oui, je vais présenter Assuranco. Merci de m'accueillir et de me permettre de présenter justement Assuranco et les nouvelles garanties qu'on a adaptées au contexte. Alors Assuranco, tout d'abord, c'est un courtier, qu'on ne fasse pas l'amalgame. Nous ne sommes pas assureurs, mais bien courtier en assurance voyage. Et nous sommes donc là pour prêter main forte à Expérience du Monde sur ce domaine-là, en proposant les meilleures garanties du marché, les meilleurs tarifs tant qu'à faire, et en gérant aussi les dossiers d'indemnisation. Voilà. Donc le cabinet Assuranco est situé à Toulouse. Notre siège est toulousain. Nous avons une équipe commerciale sur le terrain et nous avons une équipe de gestionnaires sinistres. Le cabinet va fêter cette année ses 40 ans, donc il y a quand même de l'expérience au sein du cabinet, sachant qu'en plus, chez nous, toutes les personnes qui travaillent au sein de notre entreprise sortent du tourisme, d'une agence de voyage, de tour opérateur. Donc on connaît les problématiques du voyage, on connaît les problèmes ou les besoins des agences de voyage et c'est plutôt important pour vous accompagner. Pour commencer, dans la partie assurance, il y a la partie avant le voyage, donc la partie annulation. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste? Et après, on a reçu quelques questions qu'on te posera et sur lesquelles tu essaieras de répondre sur des cas particuliers. Oui, alors l'assurance voyage que tu proposes, Ouais. elle est complète. Mhm. Mais il y a cette fameuse assurance annulation qui vient couvrir les risques liés à un événement qui surviendrait avant le départ et qui empêcherait donc le voyageur de partir. Ouais. Ce qu'il faut savoir, et ce que pas mal de gens oublient aussi, Mhm. c'est que plus on se rapproche du départ, plus on annule proche du départ, Ouais. et plus le voyagiste, le tour opérateur, l'agence de voyage retient ce qu'on appelle des frais d'annulation. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, c'est de l'argent conservé par l'opérateur et perdu par le client. Pour nous, en fait, c'est par exemple des billets d'avion qu'on a déjà payés, sur lesquels on n'est pas remboursé puisqu'il y a une annulation. Donc forcément, c'est des frais qui sont réels. C'est pas juste un barème comme ça qui est créé. C'est des frais réels qui sont à la charge du coût du client, d'où l'assurance annulation. C'est D'où ça? l'assurance annulation qui vient couvrir ce risque et indemniser ce que tu retiens Oui. finalement à ton client. Voilà. Il y a bien sûr des motifs classiques comme le médical qui sont couverts, où on va couvrir et rembourser si on a des justificatifs bien Mhm. sûr, les motifs médicaux, les décès, et aussi les aggravations de maladies préexistantes. C'est Mhm. important de le dire puisque sur ce contrat d'assurance voyage, il y a cette couverture sans franchise Mhm. de l'annulation pour une aggravation de maladie préexistante, Ouais. à condition qu'au moment de la réservation, on soit apte à voyager, bien sûr. Mhm. Voilà.
Au-delà de ça, au-delà du médical, nous couvrons bien sûr d'autres motifs comme le licenciement économique, comme l'incendie, le cambriolage au domicile, comme le vol de papiers d'identité, ou d'autres motifs d'ailleurs, autres, qui ne seraient pas listés dans le contrat, mais qui seraient justifiables, justifiés par des documents officiels, et qui nous permettraient bien de voir que l'événement est aléatoire, imprévisible, et voilà, et qu'il empêche le départ. Avant un peu les événements récents liés au Covid-19, vous n'aviez pas cette extension pandémie et épidémie que vous avez créée spécifiquement pour avoir une meilleure couverture, c'est ça? Tout à fait, les contrats se sont adaptés tout au long de l'année 2020, adaptés au contexte actuel, au contexte sanitaire, et du coup, les contrats, les nouveaux contrats, celui que tu proposes, intègrent maintenant des garanties, des couvertures qui sont spécifiques, je dirais même pas à la Covid, mais aux épidémies. C'est-à-dire qu'on a été plus loin, on pourra même couvrir une potentielle future épidémie. Ouais. Voilà, comme ça au moins on n'aura pas à réadapter le contrat. Ok, très bien. Déjà, ça c'est fait. On nous pose souvent la question de la comparaison avec les cartes bleues un peu haut de gamme, qui sont souvent dorées, ou etc. On sait que les cartes bleues ont mis plus de temps à s'adapter, ou peut-être ne sont pas encore adaptées à cette épidémie. Elles sont pas encore adaptées, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces cartes haut de gamme, on paye une cotisation. Ouais. Que pour intégrer de nouvelles garanties, les assureurs, en général, majorent la prime d'assurance d'un certain pourcentage. Aujourd'hui, les banques ne sont pas prêtes à réajuster, majorer les contrats d'assurance. Certains pourront vous dire qu'ils couvrent le Covid. Alors attention, quand on vous dit on couvre les problèmes liés à la Covid, c'est très général cette réponse. On peut vous couvrir à destination si vous êtes malade. Mais de là à vous dire qu'en annulation, on va vous couvrir si vous êtes cas contact ou si vous avez contracté la maladie, je suis moins sûr, et je vous dirais que la majorité, voire toutes les cartes bancaires, n'ont pas cette garantie. Alors, si tu veux bien, on va rentrer un peu dans le détail de cas spécifiques. Moi, je suis le voyageur. J'ai fait un test PCR parce que ça m'a été demandé par la destination dans laquelle je vais, mais je n'arrive pas à obtenir le résultat avant de partir, sachant que j'ai souscrit l'assurance. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'il se passe, c'est que tu vas être couvert. D'accord. Puisque dans les garanties que nous avons intégrées au contrat, nous avons cette possibilité et cette garantie qui vient couvrir en cas de non-réception des résultats. Alors, il y a des conditions à ça, bien sûr. Il faut avoir fait les tests dans les temps, d'accord, pas s'y être pris à la dernière minute, puisque là, on aura la possibilité de t'exprimer le fait que 72 c'était trop heures, si tard. je l'ai fait 2 jours avant, Voilà, si tu es dans les temps, si tu l'as fait 2 jours avant et que le laboratoire ne t'a pas transmis les résultats à temps pour partir, on pourra couvrir et t'indemniser le montant du séjour. Ok. Même question si je suis cas contact. C'est-à-dire, je n'ai pas le Covid, mais je suis déclaré cas contact. Est-ce que je suis couvert? Alors, tu es couvert aussi. On l'a intégré au contrat. Il faut savoir aussi que, en tant qu'assureur et que gestionnaire de dossiers d'indemnisation, nous avons l'obligation, et c'est fait comme ça de toute façon l'assurance, nous avons l'obligation de demander des justificatifs. Donc on te demandera, si tu es cas contact, des justificatifs de la CPAM ou de l'ARS qui viendra nous justifier que tu es cas contact. Et puis, si besoin, si on voit que c'est un petit peu compliqué d'avoir tous ces documents-là, on en demandera quand même, mais on demandera pourquoi pas des attestations sur l'honneur de la personne qui elle-même est positive. Et voilà, on arrivera assez facilement au bout du bout à trouver le lien fort et le fait que tu sois cas contact pour te couvrir. Là aussi, il y a souvent dans les aéroports des prises de température ou des sas où on a la température du corps. Si jamais on me refuse l'embarquement parce que on estime que je suis à 39 de fièvre et que ça peut être lié au Covid. Alors effectivement, il y a même des compagnies qui vont prendre la température des patients et on a eu le cas, qui vont refuser l'embarquement, et donc du coup le voyage ne pourra pas se faire. Oui, on vient couvrir cet événement. Ce cas où la compagnie viendrait à refuser l'embarquement. Alors l'avantage dans tout ce qu'on s'est dit juste avant, c'est que ces motifs-là rentrent dans le cadre de l'annulation pour motif médical. D'accord. Donc par exemple la prise de température, on ne viendra pas demander quelle est la maladie. On ne va pas jusque-là. C'est-à-dire que prise de température, refus à l'embarquement, on couvre sans se poser la question de la maladie en elle-même. Exactement. On demandera juste un document de la compagnie aérienne qui vient
attester du refus Ok. d'embarquer. Ok. Voilà. Pareil pour le cas contact, ce sera du sans franchise. Mm. Et pour le motif classique de la contraction de la Covid, Ouais. c'est aussi du médical, donc on le couvre. Ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que dans l'annulation, finalement, on vient déroger à l'exclusion générale des contrats d'assurance, puisqu'il faut le savoir, les épidémies, jusqu'à il y a encore un an, Ouais. voilà, faisaient partie des exclusions communes à tous les contrats d'assurance, pas que le nôtre, tous les contrats du marché. Ok. Alors, parlons un peu, si tu veux bien, des vaccins, parce qu'on est en pleine campagne là aujourd'hui de vaccination. Moi, je ne me suis pas fait vacciner parce que je ne suis pas encore dans les critères. Si jamais un des voyages que j'avais prévu, le pays impose la vaccination, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a ce contexte-là où j'ai réservé un voyage, le pays n'avait pas imposé encore le vaccin. Ça. Et là, on apprend, imaginons à un mois du départ, que ce pays impose d'être vacciné. Alors à partir de là, le contrat viendra couvrir en annulation si on n'a pas le temps de se faire vacciner. Il y a des chances d'ailleurs, à un mois du départ, qu'on n'ait pas le temps de se faire vacciner avec les 2 doses. Donc oui, le contrat pourra couvrir ce motif-là. Alors du coup, 2 questions par rapport à ça. Si d'une part je refuse de me faire vacciner, parce que c'est pas obligatoire, donc moi je refuse de me faire vacciner même si c'est obligatoire dans le pays. Alors c'est obligatoire pour voyager. Si l'événement qui vient entraîner l'annulation c'est le refus de vaccination, là on ne pourra pas couvrir parce que c'est un choix et donc on prend la responsabilité de supporter les frais d'annulation. Il n'y a pas d'événement aléatoire dans tout ça. Un petit peu comme, je vais te donner un exemple, si je dis à 2 heures de partir à l'aéroport, je ne veux plus partir parce que j'ai peur de prendre l'avion. Oui, d'accord. C'est le même principe. Ok. Voilà. Mais alors, autre question, si jamais je ne peux pas faire le vaccin pour des raisons médicales, c'est-à-dire que ça n'est pas possible pour moi, pour ma santé, de me faire vacciner, donc je suis coincé, quoi. Effectivement, il y a des états de santé ou des pathologies qui contre-indiquent la vaccination. Donc à partir de là, on pourra couvrir dans la mesure où on a toujours les justificatifs, je t'en parlais tout à l'heure, de cette impossibilité, incompatibilité de vaccination avec l'état de santé ou la pathologie. Ok, très bien. Alors, on a parlé de tout ce qui est annulation avant le voyage. Est-ce qu'on peut parler maintenant, si tu veux bien, de tout ce qui est assistance pendant le voyage? Nous avons fait le choix, à Expérience du Monde, d'inclure votre contrat d'assistance dans l'ensemble des voyages. Donc, les voyageurs, quand on voyage avec nous, ils n'ont pas à se poser la question, ils sont couverts. Qui nous couvre? Comment? Est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que ce contrat d'assurance mis à disposition est géré, le risque financier et l'assistance dans la logistique est géré par Mutuelle d'Assistance, qui est une filiale, qui est la filiale tourisme et loisirs de Groupama. Voilà, qui est un groupe du coup fort. À partir de là, la logistique est gérée par le plateau d'assistance. Quand je dis ça, c'est que le client sur place a besoin d'assistance, il faut appeler le plateau d'assistance. Le numéro à appeler, et tout se met en œuvre au niveau d'un dossier et d'un suivi. C'est ça. C'est la meilleure chose à faire. La moindre question, le moindre problème sur place médical ou autre, pourquoi pas, il faut contacter Mutuelle d'Assistance pour éviter de faire les mauvais choix. Voilà. Alors je pense à des cas particuliers, notamment au Pérou, des gens qui ont le mal de l'altitude, etc., qui vont engager des frais médicaux sans rien dire et qui après vont demander à se faire rembourser. Ça, c'est pas le bon réflexe. Il vaut mieux ouvrir un dossier, c'est ça? C'est pas le bon réflexe. On est d'abord là dans une procédure où il faut contacter le plus vite possible. Alors, on sait très bien que des fois, il est préférable de contacter les urgences plutôt que Mutuelle. Ça, on est d'accord. Mais le plus tôt possible, il faudra les contacter puisque ça permettra à Mutuelle de prendre la mesure du problème et de prendre les meilleurs, de décider en fait dans les meilleures conditions en choisissant l'hôpital, le médecin et en orientant le mieux possible le voyageur et en réduisant aussi les coûts. Parce que des fois, ne pas appeler Mutuelle pourrait engendrer des coûts beaucoup plus importants puisque Mutuelle sait qui il faut appeler et quand. La priorité de l'assisteur, quoi qu'il arrive, c'est le voyageur qui soit dans les meilleures conditions et que on puisse avoir une meilleure connaissance en fait de ce qui se passe sur place, que ce soit grave ou pas grave d'ailleurs. Oui, le plateau d'assistance n'est pas là pour prendre en considération les coûts. C'est la santé du voyageur avant tout. Donc on appelle et Mutuelle d'Assistance sera là pour mettre le voyageur dans les meilleures conditions
pour soit être rapatrié, soit être mis en quatorzaine, en quarantaine, dans les meilleures dispositions, ou aller dans l'hôpital qui sera le plus apte à prendre en charge le voyageur. Alors, les liens avec l'épidémie actuelle. Comment ça se passe si, par exemple, on m'impose sur place une quarantaine, une quatorzaine, enfin, comme tu veux. Qu'est-ce qui est pris en charge? Comment ça marche? Alors, si une fois arrivé sur place, j'apprends que je suis cas contact Oui. ou que j'ai contracté le Covid, je contacte Hum, le plateau d'assistance. Et à partir de là, il y a une prise en charge du coup financière là hum. aussi qui pourra être faite par Mutuelle d'assistance. Ok. Donc Mutuelle va prendre en considération le problème, va orienter vers un hôtel ou un hôpital et même va contacter aussi pourquoi pas les services d'ambulance, de transport pour amener la personne jusqu'à l'hôpital ou l'hôtel. Et ensuite il y aura une prise en charge financière. Il faut savoir que de toute façon, la prise en charge ne peut pas excéder 14 nuits, mais Oui. voilà, ça a le mérite d'exister quand même, Oui. et ce sera suffisant. Et après, pour l'hospitalisation, là, il n'y a pas de question de délai, il y a plus une question de santé, Oui. pour le coup. À chaque fois, l'assistance se met en relation avec les autorités locales, ou enfin, se tient informé de tout ce qui se passe dans le pays et des spécificités finalement de chaque destination. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mutuelle a une obligation de moyens, Mhm. donc il y a forcément d'un pays à l'autre des choses qui seront possibles dans l'un et Mhm. pas dans l'autre. Ouais. Des hôpitaux qui seront beaucoup mieux entretenus Oui. dans un pays et moins dans l'autre. Mais ça, Mutuelle de toute façon ne peut pas être tenu pour responsable, mais en tout cas, ce qu'ils feront, c'est le mieux, Le maximum. voilà, le maximum pour le client assuré. Tout ce qui est rapatriement à domicile, parce qu'on a souvent cette question-là. Alors, comment ça se passe? Là aussi, il y a une prise en charge, c'est ça, de l'assistance, si le rapatriement est nécessaire. Si le rapatriement est nécessaire, Mutuelle organisera le retour jusqu'au domicile Oui. en passant potentiellement par un rapatriement sanitaire, un avion médicalisé. Encore une fois, je te le disais juste avant, il n'y a pas de considération financière dans ce cas-là. Il y a une considération liée à la santé du voyageur. Sur la partie financière, sur des choses qui peuvent être moins graves, euh, je suis en voyage de 15 jours, j'ai un problème de santé au bout de 10 jours, et donc je me fais rapatrier. Donc j'ai 5 jours finalement que je n'ai pas utilisé dans mon voyage. Est-ce que je peux me les faire rembourser? Alors, dans la mesure où on a souscrit le contrat d'assurance multirisque qui Oui. vient compléter cette couverture en assistance, Celui dont on parlait juste juste avant, avant, qu'on propose. exactement, tu as une garantie qui s'appelle interruption de séjour et qui vient rembourser les prestations. Alors, on dit prestations terrestres non utilisées, puisqu'on part du principe que comme on t'a rapatrié, le vol, on ne le remboursera Oui, pas. Mais bien par sûr. contre, les prestations terrestres, au prorata temporis, c'est Bien un sûr. peu, voilà, c'est du latin, c'est un peu savant, mais c'est comme ça que ça se dit, en tout cas, c'est au prorata temporis, on viendra rembourser les jours non effectués. Question sensible aussi, alors je sors un peu du contexte du Covid, mais qui est importante, les bagages. On me perd les bagages ou alors j'ai mes bagages endommagés. Est-ce qu'il y a une couverture là-dessus? Oui, alors il y a une couverture dans cette multirisque. Alors tu fais bien de dire on me perd mes bagages Oui, parce que si je perds moi-même mes bagages, on va être dans le cas où je suis responsable de bien sûr. l'événement et donc à partir de là, ce n'est pas couvert. Mais bon, c'est assez rare quand même. Mm. Mais si une entreprise de transport perd tes valises, Oui. oui, il y a des couvertures. Si on te Ou les les endommages. détériore, Oui. qu'on te les endommage ou même que tu te les fais voler, il y a une couverture dans le contrat. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on te perd tes valises, par exemple, tu arrives à destination sans ta valise, qui arrive 2 jours après, on va pouvoir t'indemniser des biens de première nécessité. Mm. Voilà. Pour le cas du vol, pour le cas de la détérioration, tout ça se fait au retour. Très bien. Voilà. On fait une déclaration de sinistre et puis après on fait voilà, une gestion en fonction de ce qui s'est passé. Ok. Sur cette partie assistance, est-ce que toi, tu as d'autres choses à rajouter sur les couvertures ou des informations qui peuvent être utiles ou... Oui, il y a la question qui s'est posée, c'est si le voyage, si je suis mis en quatorzaine et que du coup je rate mon vol retour. Oui. Parce que ça peut arriver ça. Je suis mis en quatorzaine Oui, de manière un petit peu impromptue Mm. et du coup ça décale mon retour. Mm. Et je rate mon vol retour parce que je ne peux pas partir, je suis Oui. en quatorzaine. Alors oui, le contrat va pouvoir déjà prendre en charge premièrement les frais de quatorzaine. Oui. Encore une fois, dans la limite de ce qu'on s'est dit, c'est les 14 nuits. Et pour le retour, eh bien, Mutuaide va pouvoir modifier, si possible, Mm. le vol et prendre en charge, bien sûr, la différence, ou réserver un nouveau vol si Ok. la modification n'est pas possible.
Donc merci beaucoup Benjamin pour ce point sur les assurances. Je pense que ça aura intéressé beaucoup de monde et c'était intéressant de le faire dans cette période. Et merci à toi de m'avoir invité et d'avoir mis en avant l'assurance voyage qui plus que jamais devient un élément presque central du voyage, puisque je pense aujourd'hui que partir sans assurance, qui contient bien sûr ces garanties-là, est risqué, est très risqué, parce qu'on est à l'abri de rien et que partir serein, c'est pour moi un élément central, principal pour voyager et profiter au maximum. Tout à fait. Alors, c'était un plaisir d'avoir Benjamin à mes côtés. Alors, pour ceux qui se posent la question, on avait fait pour des raisons différentes des tests PCR, donc c'est pour ça qu'on peut faire cette vidéo tous les deux à côté et non pas en distanciel. Et donc, on va retrouver celui qui est un peu plus loin, c'est Arnaud qui va nous parler un peu de Malte et nous faire rêver avec une nouvelle destination. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous, Guillaume vient de vous le dire, ce mois-ci nous voulons mettre en avant un pays méditerranéen, Malte. Vous l'aurez compris, les mesures sanitaires nous y invitent. Premièrement, Malte est le pays de l'Union européenne qui a le plus fort taux de vaccination. Et deuxièmement, le pays rouvre ses frontières aux touristes à partir du 1er juin. Pour rappel, Malte est un archipel composé de 8 îles, dont 4 sont habitées. Les 3 principales, les plus connues, sont Gozo, Comino et Malte, bien sûr. La situation géographique au cœur de la Méditerranée en a fait depuis tout temps un carrefour stratégique. Les premières traces d'occupation de l'île des îles remontent au néolithique. Elles sont encore visibles par exemple à Agarkim, les ruines massives en fait d'un temple. Par la suite se sont installés successivement les différents acteurs majeurs de l'histoire méditerranéenne, les Phéniciens, les Romains, les Byzantins. Évidemment, la conquête arabe a fait que la présence arabe a été forte sur l'île et a largement influencé la langue, le maltais. Ensuite, bien entendu, avec la Sicile proche, il y a eu l'influence des Normands, puis des Aragonais, et bien entendu les chevaliers de l'ordre de Malte. Donc, on l'aura compris, Malte se prête au voyage culturel, en ce sens que c'est véritablement un concentré d'histoire de la Méditerranée. Les sites, les musées se succèdent. On a quelques trésors, notamment à la cocathédrale à la Valette, avec la décoration de Saint-Jean-Baptiste, du Caravage, qui est tout simplement sublime. Bien entendu, Malte, c'est la culture, mais c'est aussi des eaux cristallines, et principalement dédié à la plongée, où alors celui qui s'y adonnera aura la chance de voir des récifs et de plonger dans des grottes et d'approcher des épaves. Donc véritablement un grand spot méditerranéen de plongée. Et bien entendu, celui qui également voudra simplement se prélasser, il y a bien sûr quelques jolies plages sur lesquelles tout le monde pourra trouver son bonheur. Pour conclure ce rapide panorama et tour d'horizon sur l'archipel, nous vous proposons donc une vidéo éditée par l'Office de tourisme de Malte qui illustre parfaitement l'ensemble des richesses offertes par l'archipel.
Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec une nouvelle vidéo et de nouveaux projets. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions, si vous avez un projet que vous aimeriez réaliser. Nous serons là pour vous répondre et pour vous accompagner. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.